Ma copine a plaisanté, mon mari de bureau me paie le déjeuner tous les jours. Tu devrais relever le niveau. J'ai répondu, tu as raison. Puis j'ai envoyé au mari de bureau en question une carte de remerciement avec une carte cadeau Starbucks de 50 € pour prendre soin d'elle. L'appel suivant qu'elle a reçu venait de son service des RH, complètement paniqué. Moi, Julien, 32 ans, je suis une personne assez logique. Je travaille dans l'analyse de risque, ce qui signifie que tout mon métier consiste à examiner une situation, à en voir les variables et à prédire l'issue la plus probable. C'est une compétence utile. C'est juste dommage qu'il m'ait fallu si longtemps pour l'appliquer à ma propre vie. Ma copine Chloé, 29 ans, et moi étions ensemble depuis 3 ans, et nous vivions ensemble dans mon appartement depuis 1 an. Les 2 premières années étaient bonnes. Le train-train habituel, des dîners au restaurant, des week-ends en escapade, la rencontre des familles. Puis, il y a environ 8 mois, elle a obtenu une promotion au poste de responsable marketing junior dans une grande compagnie d'assurance très conservatrice. J'étais fier d'elle, mais ce nouveau travail a changé les choses. Ça a commencé avec le nom de Grégoire. Grégoire était son nouveau patron, le directeur général adjoint de toute sa division. Soudain, c'était « Grégoire pense que mes idées pour la nouvelle campagne sont géniales ». Grégoire a invité toute l'équipe boire un verre dans un bar chic du centre-ville. Grégoire a dit que ma présentation était la meilleure qu'il ait vue depuis des années. Je ne suis pas un type jaloux, mais la fréquence de son nom était simplement énorme. Je suis tout à fait pour avoir de bonnes relations avec ses collègues, mais là, c'était différent. J'avais l'impression qu'elle était en quête de validation. Puis, il y a environ 3 mois, la blague du « mari de bureau » a commencé. C'était mignon au début. Ah, mon mari de bureau Grégoire m'apporte encore le café. Puis c'est devenu moins mignon. Grégoire et moi, on est tellement sur la même longueur d'onde. C'est fou. On finit les phrases l'un de l'autre. J'ai essayé de lui en parler. Chérie, ce truc de mari de bureau, c'est un peu bizarre, tu ne trouves pas? C'est ton patron. Elle levait les yeux au ciel. Oh, arrête. Ne sois pas comme ces mecs jaloux. C'est juste une blague de bureau. C'est du réseautage. La semaine dernière, nous dînions au restaurant, un endroit que j'avais choisi et que j'avais payé. Elle était sur son téléphone la plupart du temps, souriant à ses messages. Bonne journée au travail, j'ai demandé. Incroyable, a-t-elle dit, sans lever les yeux. Grégoire a approuvé mon budget pour la campagne de printemps, et il m'a encore payé le déjeuner. Ça fait genre la 3e fois cette semaine. C'est le meilleur. Elle a finalement posé son téléphone, m'a regardé et a eu un sourire en coin. Franchement, mon mari de bureau me paie à manger tous les jours. Tu devrais relever le niveau. Elle a ri comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Je l'ai juste fixé. Tous les petits signaux d'alarme, tous les commentaires dédaigneux, tous les messages d'équipe tard le soir, tout s'est mis en place. Mon travail, c'est l'évaluation des risques. Et le risque que j'évaluais à cet instant précis était que ma copine, au mieux, me trompait sur le plan émotionnel avec son patron marié d'une 40aine d'années. Et au pire, j'étais l'idiot naïf qui finançait sa vie pendant qu'elle passait une audition pour en commencer une nouvelle. Et non seulement elle le faisait, mais elle se moquait de moi pour ça. Tu devrais relever le niveau. Un calme étrange m'a envahi. La blessure était là, mais elle était sous une épaisse couche de lucidité. Je lui ai souri en retour, un petit sourire crispé. Tu as raison, ai-je dit. C'est très généreux de sa part. Je devrais le remercier. Le sourire en coin de Chloé a vacillé une seconde. Quoi? Ne sois pas bizarre. Non, je suis sérieux. C'est agréable de savoir que quelqu'un prend soin de toi au bureau. Je vais relever le niveau. Le reste du dîner fut silencieux. Elle est retournée sur son téléphone, probablement en train d'écrire à Grégoire. J'ai juste mangé mon plat et j'ai planifié. Le lendemain matin, j'ai fait mes recherches. Ça a pris 10 minutes. Le nom complet de Grégoire sur son profil LinkedIn. Une recherche rapide, j'ai trouvé la page Facebook très publique de sa femme, des photos de leurs 2 enfants sur un bateau. Charmant. Puis j'ai trouvé ce que je cherchais vraiment. L'entreprise de Chloé est une géante de l'assurance cotée en bourse. Ils sont obligés de publier leur politique de gouvernance d'entreprise en ligne. J'ai trouvé le PDF de 80 pages du code de conduite et d'éthique.
J'ai sauté à la section sur les relations personnelles sur le lieu de travail. C'était blindé. Toute relation amoureuse ou personnelle entre un manager et un subordonné direct constituait un conflit d'intérêts critique et était strictement interdite. Il était spécifié que même l'apparence d'une telle relation pouvait entraîner une enquête immédiate et des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Il était également mentionné spécifiquement que le fait pour un manager de donner ou de recevoir des cadeaux ou avantages personnels excessifs à des subordonnés était un motif de licenciement. Ils avaient construit le piège eux-mêmes. Je suis allé sur Internet. J'ai commandé une carte cadeau Starbucks de 50 €. Puis j'ai commandé une carte de remerciement très sobre et professionnelle. J'ai payé un supplément pour une livraison le lendemain. Quand la carte est arrivée, j'ai écrit dedans avec mon écriture la plus soignée et la plus sincère. Cher Grégoire, je vous écris pour vous adresser un petit mais sincère remerciement pour tout le soutien que vous apportez à ma compagne, Chloé Dubois. Elle vous mentionne tout le temps, et surtout la gentillesse avec laquelle vous lui offrez le déjeuner presque tous les jours de la semaine. Dans ce monde si pressé, c'est merveilleux de savoir qu'elle a un manager si encourageant et généreux qui veille sur elle. Merci de prendre si bien soin d'elle. Bien à vous, Julien Moreau, le compagnon de Chloé. J'ai glissé la carte cadeau à l'intérieur. J'ai adressé la carte à Monsieur Grégoire Lefebvre, directeur général adjoint marketing, à l'adresse de son siège social. Je l'ai posté un mardi. Le reste de la semaine fut normal. J'étais poli mais distant. Chloé n'a rien remarqué. Elle était trop occupée sur son téléphone, à travailler. Vendredi, 14h30. Je suis en train d'analyser une feuille de calcul. Mon téléphone vibre sur mon bureau. Appel manqué, Chloé. Mon téléphone vibre à nouveau. Un SMS. Appelle-moi tout de suite. Qu'est-ce que tu as fait? Julien, je ne plaisante pas. Qu'est-ce que tu as fait? Grégoire est en réunion avec les RH. Ils m'ont convoqué. Ils ont ta carte. Appelle-moi maintenant. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai posé face contre le bureau. J'ai répondu, en pleine analyse d'un dossier complexe. Je ne peux pas parler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai terminé ma journée de travail. J'ai conduit lentement vers la maison en écoutant un podcast sur l'histoire économique. Je ne ressentais rien, juste du calme. Je suis arrivé à mon appartement. La berline allemande haut de gamme de Chloé, celle pour laquelle je m'étais bêtement porté garant pour le leasing, était garée de travers sur sa place. Je suis entré. Elle se tenait dans le salon dans son armure complète de femme d'affaires, mais son visage était pâle et marbré. Elle avait pleuré. Julien. A-t-elle hurlé dès qu'elle m'a vu. Qu'est-ce que tu as fait? Salut chérie. Journée difficile? Ai-je dit en enlevant ma veste. Ne me parle pas de journée difficile. J'ai été convoqué à une réunion d'urgence avec les RH. Notre directrice des RH, Grégoire et 2 avocats en visioconférence. Oh non. Pourquoi? Ils avaient une carte, Julien. Une carte de remerciement de toi avec une carte cadeau dedans. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as envoyé ça? J'ai feint la confusion. J'ai fait ce que j'avais dit. Je l'ai remercié. Tu as dit qu'il te payait le déjeuner tous les jours. J'étais juste poli, je montrais ma gratitude, je relevais le niveau comme tu l'as dit. Espèce d'idiot! A-t-elle crié, son sang-froid finissant par craquer. On ne fait pas ça. On n'envoie pas de preuves. On ne laisse pas de traces écrites. C'est mon manager. C'est contre le règlement. Il pense. Il pense qu'il y a quelque chose entre nous. Je l'ai juste regardé. Je n'ai pas haussé la voix. Est-ce qu'il y a quelque chose, Chloé? Elle s'est figée. Le sang a quitté son visage. Elle a enfin compris. Ce n'était pas une maladresse. C'était un miroir. Quoi? De quoi tu parles? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Parce que ça fait des mois que tu fais du réseautage avec lui. Tu le laisses t'offrir des choses. Tu étales ton mari de bureau sous mon nez et ensuite tu te moques de moi parce que je ne suis pas à la hauteur. Tu avais l'air plutôt fier de ça. J'ai juste été d'accord avec toi. J'ai envoyé une note de remerciement polie et professionnelle, de petit ami à manager, le remerciant pour sa générosité. Quel est le problème? À moins, bien sûr,
que cette générosité soit quelque chose que vous auriez dû cacher tous les deux. Toi, a-t-elle balbutié, tu as fait ça exprès. Tu essaies de ruiner ma carrière. Non, Chloé, c'est vous qui avez fait ça. Toi et Grégoire. C'est vous qui avez enfreint le règlement de l'entreprise. C'est vous qui avez manqué de respect à notre relation. Je n'ai fait qu'allumer la lumière. Je suis juste un type qui a envoyé une carte de remerciement. Ce qui se passera ensuite est une conséquence directe de vos actions. Elle me fixait, son esprit tournant à plein régime, essayant de trouver un moyen de retourner la situation. Julien, s'il te plaît, a-t-elle essayé, sa voix changeant, devenant une supplique. Tu dois arranger ça. Tu dois les appeler. Appelle les RH et dis-leur. Dis-leur que tu es juste un petit ami naïf et trop zélé. Dis-leur que tu as mal compris. S'il te plaît, Julien. Ils m'ont mis à pied. Je suis mis à pied. À titre conservatoire, en attendant l'enquête. Mis à pied, ai-je demandé en haussant un sourcil. Waouh, ils prennent une carte Starbucks de 50 € très au sérieux. Leur règlement doit être très strict. Julien, s'il te plaît. Non, ai-je dit d'une voix calme mais définitive. Je ne mentirai pas au service juridique d'une entreprise pour toi. Cette enquête est entre toi, Grégoire et votre service des RH. Je me suis dirigé vers le placard de l'entrée et j'ai sorti sa valise de rechange. Je l'ai jetée sur le canapé. Et puisque tu es mise à pied, tu auras tout le temps de faire tes bagages. Je veux que tu partes ce soir. Quoi? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me mettre dehors, Julien. Je n'ai nulle part où aller. Ma voiture. Tu peux aller chez ton mari de bureau, ai-je dit. Ah, attends. Il est probablement occupé à expliquer tout ça à sa vraie femme en ce moment. Je suppose que tu vas devoir appeler ton amie Sarah. Elle a alors complètement craqué, dans une crise de cris et de sanglots. Elle m'a traité de tous les noms. Un monstre, un sociopathe, un saboteur. Je suis resté là, sans bouger. Je vais me chercher un burger, ai-je dit. Tu as 1 heure pour emballer tes affaires essentielles. Tu pourras prendre rendez-vous pour récupérer le reste de tes affaires plus tard. Si tu n'es pas parti quand je reviens, j'appelle la police pour te faire escorter hors de ma propriété. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture et je l'ai laissé crier au milieu de mon salon. Je ne me suis même pas retourné. Mise à jour 1. 1 semaine plus tard. La semaine a été longue. Merci pour tous les commentaires et les messages privés. Ça confirme que je ne suis pas le fou dans cette histoire. Donc, comme prévu, Chloé est allée chez son amie Sarah. Je suis rentré 1 heure après être parti et elle était partie, avec une valise et la plupart de ses produits de toilette coûteux. Elle avait laissé une note méchante sur le comptoir que j'ai simplement jetée. Le samedi matin à la 1re heure, j'ai appelé un serrurier et j'ai fait changer les serrures de mon appartement. J'ai tout documenté, capture d'écran de ses SMS, une copie du code de conduite. J'ai trouvé un reçu pour la carte. J'ai tout envoyé à mon ami Benoît, qui est avocat en droit des contrats. Il a dit, c'est magnifique, mec. Déni plausible à tous les niveaux. Elle est foutue. La paix et le calme ont duré environ 48 heures. Puis la première vague d'arrogance a déferlé. Acte 1 de l'arrogance, l'appel de papa. Lundi soir, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Je réponds. C'est bien Julien, demande une voix grave et rocailleuse de quelqu'un qui possède un yacht. C'est Arthur Dubois, le père de Chloé. Mon garçon, je pense que vous et moi devons avoir une discussion. Vous avez fait une terrible, terrible erreur. Vous avez mis en péril la carrière de ma fille à cause d'une jalousie mesquine et puérile. Monsieur Dubois, ai-je dit, en gardant ma voix calme. J'ai envoyé une carte de remerciement. C'est tout. Ne jouez pas au plus malin avec moi, a-t-il aboyé. Chloé m'a tout raconté. Vous êtes un petit ami névrosé et contrôlant, et vous allez arranger ça. Vous allez appeler sa directrice des RH, une femme que je connais, soit dit en passant. Et vous allez lui expliquer en des termes très clairs que vous êtes instable, que vous avez mal interprété une blague de bureau inoffensive, et que vous vous excusez de leur avoir fait perdre leur temps. Vous allez laver l'honneur de ma fille. Mon sang s'est glacé. L'audace pure et simple. Il voulait que je mente et que je ruine ma propre réputation pour sauver sa fille, qui était, eh bien, vous savez. Monsieur Dubois. Avec tout le respect que je vous dois,
non, je ne ferai pas ça. Je ne mentirai pas au service RH d'une entreprise pour couvrir le comportement de votre fille. Si une simple carte de remerciement peut faire exploser toute sa carrière, alors le problème n'est pas la carte. Le problème est ce qu'elle faisait pour la mériter. Je suis désolé pour sa situation, mais je ne vais pas me parjurer pour elle. Au revoir. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Il a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Acte 2 de l'arrogance, la complice. Le lendemain, les SMS de Sarah ont commencé. Un mur entier de messages. Sarah, Julien, tu es un vrai monstre. Chloé est détruite. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle est au bord de la dépression nerveuse. Elle pourrait tout perdre. Tout ça parce que ton petit ego fragile ne supportait pas qu'elle réussisse. C'est une star et tu n'es personne et tu ne pouvais pas le supporter. Et maintenant, elle va perdre sa voiture. Son paiement est dû dans 3 jours et elle ne peut pas le payer parce que tu l'as fait mettre à pied. Elle va se retrouver sans abri et sans voiture. J'espère que tu es content. J'ai lu ce dernier SMS et mon estomac s'est noué. Sa voiture, la berline de luxe argentée, celle pour laquelle je m'étais porté garant pour le leasing. Quand nous l'avons prise il y a 1 an, sa situation financière était mauvaise, mais elle en avait besoin pour son image. J'étais stupide et amoureux, alors j'ai signé. Je suis le titulaire principal du contrat. Si elle manque un paiement, mon dossier de crédit en prend un coup. Elle effectuait les paiements depuis son compte, mais je savais que je lui virais 300 € de plus par mois pour les charges, ce qui, j'en suis presque sûr, ne servait qu'à couvrir la différence. J'ai appelé Benoît immédiatement. Benoît, je suis un idiot. Je me suis porté garant pour le leasing. Il a soupiré. Ok, ce n'est pas bon, Julien, mais c'est gérable. Tu es responsable de l'argent, mais on ne peut pas la laisser garder un bien dont tu es financièrement responsable, surtout quand elle est au chômage et hostile. Ce n'était même plus de la vengeance. C'était de l'autopréservation financière. J'ai appelé la société de leasing. J'ai expliqué la situation calmement. Je suis le titulaire principal du contrat de location. La coemprunteuse, qui a la possession du véhicule, vient d'être mise à pied de son travail, a quitté mon domicile et m'a informé qu'elle ne peut pas effectuer le prochain paiement. Je ne suis plus à l'aise avec le fait qu'elle ait le véhicule car elle représente un risque élevé de défaut de paiement et de dommages. Le type des finances a été étonnamment serviable. Il a dit que puisque je suis le titulaire principal et que le paiement est en péril, j'avais quelques options. Nous avons organisé une restitution volontaire, sauf que c'est moi qui restituais volontairement sa voiture. Ils ont accepté d'envoyer une dépanneuse au complexe d'appartements de Sarah. Je leur ai donné l'adresse. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a explosé. C'était Chloé. J'ai laissé sonner encore et encore. Puis les SMS. Chloé, la dépanneuse est là et ils emmènent ma voiture. Julien, tu ne peux pas faire ça. Tu voles ma voiture. J'appelle les flics. Chloé, décroche ton téléphone, espèce de lâche. J'ai besoin de cette voiture. Comment suis-je censé vivre? Comment vais-je me rendre aux entretiens? J'ai attendu un instant. Puis j'ai répondu, on dirait que c'est ton problème, Chloé. Tu as plaisanté en disant que je devais relever le niveau. Je relève le niveau pour protéger mes propres finances. Tu voulais qu'un mari de bureau s'occupe de toi. Demande-lui de te déposer. J'ai bloqué son numéro, ainsi que ceux de Sarah et de Monsieur Dubois. Je me sens un peu nauséeux. C'est sale. Et ça va nuire à mon dossier de crédit. Je le sais. Mais c'est mieux que de payer pour la voiture d'une femme qui me déteste ou qu'elle l'encastre dans un poteau. Ce ne sont que des conséquences. Ok, alors les coups continuent de pleuvoir, mais je suis toujours debout. D'abord, la situation au travail. J'ai appris par un ami commun, qui est fermement dans l'équipe Julien, heureusement, quel a été le verdict final de l'enquête des RH de Chloé. Grégoire, il a pu garder son emploi. De justesse. Il a été déchu de son titre de directeur général adjoint, rétrogradé de 3 niveaux à un poste d'analyste senior sans personne sous ses ordres. Une décision qui met fin à une carrière. Il a également perdu toutes ses options d'achat d'actions non acquises et ses bonus. Il a été muté au service des risques et de la conformité, ce qui, j'en suis sûr, n'est qu'un purgatoire d'entreprise. Sa femme a découvert l'affaire, et d'après ce que j'ai entendu,
Elle a demandé le divorce et est en train de le plumer. Le bateau est à vendre. Chloé, licenciée pour faute grave. Comportement inapproprié et violation du code de conduite de l'entreprise. Apparemment, ils avaient des enregistrements informatiques de leurs conversations non professionnelles et ma carte n'était que la preuve physique finale dont ils avaient besoin. Elle est donc officiellement au chômage. On pourrait penser que ce serait la fin. Oh non, l'arrogance a simplement métastasé. Acte 3 de l'arrogance, la menace juridique. Mardi dernier, je reçois une lettre à l'aspect très officiel par coursier. Elle vient de Vance, Rothman et Klein, le cabinet d'avocats de Monsieur Dubois. C'était une mise en demeure et une demande d'indemnisation. Mes mains tremblaient un peu. Ça semblait sérieux. La lettre, rédigée par l'un de ses associés, m'accusait d'interférence malveillante et délictuelle dans une relation d'affaires. Elle prétendait que ma communication injustifiée et harcelante, l'unique carte, était un acte de sabotage calculé, conçu pour infliger une détresse émotionnelle et financière. Elle exigeait deux choses. Que je cesse immédiatement tout contact avec Chloé, sa famille et son ancien employeur, ce que j'avais déjà fait. Que je verse à Chloé la somme de 50 000 € pour les dommages liés à son licenciement, sa perte de revenus, sa détresse émotionnelle et l'atteinte à sa réputation. 50 000 €. Je l'ai lu 2 fois. Il me facturait pour l'avoir fait virer. Je l'ai immédiatement scanné et envoyé à Benoît. Benoît m'a rappelé en riant. Oh, celle-là, elle est bonne. C'est le B.A des tactiques d'intimidation. Julien, ils essaient de te faire peur. L'interférence délictuelle est incroyablement difficile à prouver. Ils devraient prouver que tu savais que ton action la ferait licencier et que tu ne l'as fait que pour cette raison. Tu as une défense parfaite. Tu n'étais qu'un petit ami naïf et attentionné envoyant un remerciement poli à son généreux patron. Ta note est la preuve de ton intention innocente. Benoît a rédigé une réponse sur le papier à en tête de son cabinet. C'était une œuvre d'art. En gros, ça disait, notre client, Monsieur Moreau, a envoyé une unique carte de remerciement non sollicitée dans un geste de bonne foi et de gratitude. Les répercussions professionnelles ultérieures pour votre cliente, Mademoiselle Dubois, sont le résultat direct de son propre comportement reconnu et des violations subséquentes, par elle et son manager, des politiques internes de leur employeur. Les dommages subis par votre cliente sont la conséquence naturelle de ses propres actions. Ça se terminait en disant, toute nouvelle action en justice abusive ou menace sera accueillie par une demande de sanction contre votre cabinet pour harcèlement et procédure abusive. Il l'a envoyé en recommandé avec accusé de réception. Nous n'avons plus eu de nouvelles depuis. Acte 4 de l'arrogance, l'assistance policière. C'était l'événement principal. Samedi dernier, je suis en train de nettoyer mon appartement, profitant enfin de l'espace, quand on frappe fort à ma porte. Je regarde par le Judas, un policier. Mon cœur bat la chamade. J'ouvre la porte. Bonjour officier, je peux vous aider? Monsieur, êtes-vous Julien Moreau? Oui. Je suis ici pour assurer une assistance policière. Une certaine mademoiselle Chloé Dubois est ici pour récupérer ses effets personnels. Elle craint que vous ne lui en donniez pas l'accès. J'ai regardé par-dessus son épaule et là, sur le trottoir, se tenait Chloé, un sourire narquois aux lèvres. À côté d'elle, son père, Arthur Dubois, avec l'air de quelqu'un sur le point de saisir ma vie. C'était leur grand coup. Ils essayaient d'utiliser la police pour m'intimider. Oh, absolument, officier, ai-je dit, tout calme et raisonnable. Je suis heureux d'aider. En fait, j'ai mis toutes ces affaires dans des cartons et elles l'attendent depuis des semaines. Elle n'a simplement jamais pris de rendez-vous pour les récupérer. J'ai ouvert ma porte plus grand. Juste là, dans mon entrée, se trouvaient 12 cartons proprement scotchés. L'officier a hoché la tête. D'accord, madame. Vous pouvez venir récupérer vos cartons. Le sourire narquois de Chloé a disparu. Ce n'était pas le plan. Elle voulait une scène. Elle voulait entrer. Ce n'est pas tout, a-t-elle dit en s'avançant sur l'allée. Mes objets les plus précieux sont encore à l'intérieur. Il les retient. L'officier m'a regardé. Monsieur. Officier, absolument tout ce qu'elle possède est dans ses cartons. Vêtements, maquillage, livres, appareils électroniques. Il ment, a interrompu Chloé. Le secrétaire ancien de ma grand-mère est dans le bureau. C'est un héritage familial inestimable. Il vaut des milliers d'euros.
Il le garde. Monsieur Dubois s'est avancé. Officier, ma fille a raison. Cet homme détient en otage un bien de valeur de notre famille. J'étais prêt pour ça. Officier, ai-je dit calmement. Vous parlez du secrétaire en acajou des années 1920 dans le bureau? Oui, a crié Chloé. Mon bureau. Celui que j'ai acheté chez le grand antiquaire du centre-ville en août 2023. Toi? Tu me l'as acheté, a-t-elle balbutié. Je l'ai acheté pour l'appartement avec ma carte de crédit. J'ai sorti mon téléphone, suis allé dans mes emails, j'ai cherché, reçu bureau ancien. Voilà, officier. Je lui ai tendu mon téléphone. Voici le reçu de carte de crédit de 2200 € de l'antiquaire sur mon American Express. Mon nom, ma carte. Pas un héritage, pas à elle. L'officier a lu, a hoché la tête et m'a rendu mon téléphone. Son attitude a complètement changé. Il en avait fini. Madame, a-t-il dit à Chloé, ceci est un litige civil. La propriété des cadeaux, c'est à un juge d'en décider, pas à moi. Ce n'est pas un vol s'il a un reçu. Je ne vais pas troubler l'ordre public pour un bureau. Mon travail ici est de m'assurer que vous récupérez vos biens personnels non contestés, et que vous partiez. Prenez vos cartons. Monsieur Dubois a commencé à tempêter. Officier, je ne pense pas que vous compreniez qui je suis. L'officier l'a interrompu. Monsieur, je comprends que vous êtes un citoyen qui doit rester sur le trottoir pendant que votre fille récupère ses cartons, à moins que vous ne vouliez que j'appelle mon supérieur pour obstruction. Monsieur Dubois est devenu violet. Chloé avait l'air sur le point d'exploser spontanément. Elle a été forcée de rester là, devant un flic, pendant que son père et elle chargeaient silencieusement des cartons de ses chaussures et de ses vestes à l'arrière de sa Mercedes. En partant, elle s'est retournée. Tu le regretteras pour le reste de ta vie, Julien. Je l'ai juste regardé. Je regrette déjà les 3 dernières années, Chloé, mais je suis plus optimiste pour l'avenir. J'ai fait un signe de tête au policier. Merci pour votre temps, officier. J'apprécie que vous ayez maintenu l'ordre. Il a juste touché sa casquette. Bonne journée, monsieur. J'ai fermé la porte, les verrouillé, et pour la première fois depuis une semaine, j'ai vraiment ri. Ça fait un moment. Beaucoup de choses se sont tassées. La poussière est retombée. Le drame est terminé. Je voulais écrire une dernière mise à jour pour tous ceux qui ont suivi ce désordre. Les menaces juridiques de Monsieur Dubois et de son cabinet se sont complètement évaporées après la lettre de Benoît. Il savait qu'il n'avait rien et que je ne serais pas une cible facile. La demande de 50 000 € n'était qu'un coup de bluff, du vent coûteux. La voiture. C'est la seule partie qui est nulle pour moi, et je veux être honnête à ce sujet. La restitution volontaire était la bonne décision, mais ça a quand même impacté mon dossier de crédit. En tant que signataire principal, le défaut de paiement était le mien. Ça a fait chuter mon score d'environ 90 points. Je suis maintenant dans une bataille pour réparer mon crédit, contestant la chose, fournissant toute la documentation prouvant que je n'étais pas en possession du véhicule et que la co-emprunteuse était en défaut. Benoît dit que c'est un combat long et ennuyeux, mais que je finirai par gagner. C'est une conséquence réaliste. J'ai signé. J'ai payé le prix. C'était le coût de l'extraction. Et franchement, ça en valait la peine. Ce n'est que de l'argent et ce n'est qu'un chiffre. Et eux? J'ai eu des échos par cet ami commun avec qui je vais encore boire une bière. Grégoire. Son divorce a été finalisé. Sa femme l'a ruiné. Il a vendu le bateau et la maison. Apparemment, il vit dans un appartement en location et est toujours coincé dans cette rétrogradation infernale à la compagnie d'assurance. C'est un paria là-bas. Personne ne lui parle. Chloé. Eh bien, c'est l'issue naturelle. Après que je l'ai mise dehors, elle est restée chez Sarah pendant environ 6 semaines. Selon mon ami, c'était un désastre. Chloé s'attendait apparemment à ce que Sarah devienne sa nouvelle source de revenus. Elle n'a payé aucun loyer, a mangé toute sa nourriture, n'a jamais fait le ménage, et n'a fait que pleurer et se lamenter sur l'injustice de sa vie. Sarah a fini par la mettre dehors. Sa voiture partie, son travail parti, et son ami complice en ayant assez d'elle, elle n'avait plus le choix. Elle a dû retourner dans sa ville natale. Elle vit chez ses parents. Son père, Arthur Dubois, est apparemment furieux contre elle. Pas pour l'infidélité, mais pour l'embarras.
Se faire virer de manière si spectaculaire et voir ses menaces juridiques balayées par un avocat de province inconnu, Benoît adore cette partie, a été un coup énorme pour son ego. Chloé n'est plus la brillante responsable marketing. Elle travaille à un poste administratif de débutante dans une agence d'assurance locale de sa petite ville. La vie de luxe est terminée. Quant à moi, je vais bien. Vraiment bien. Le truc du crédit est un casse-tête, mais c'est un casse-tête soluble. Mon appartement redevient mon espace. J'ai vendu ce stupide bureau, au fait. J'en ai tiré 1800 €, que j'ai utilisé pour payer Benoît pour son temps et pour m'offrir un long week-end de vacances. Je sors avec quelqu'un de nouveau depuis environ 2 mois. Elle s'appelle Maya. Elle est architecte paysagiste. Elle passe ses journées à concevoir des parcs, pas à faire du réseautage. Quand je lui ai raconté l'histoire, elle m'a juste regardé et a dit, « Un mari de bureau. C'est le truc le plus stupide que j'ai jamais entendu. Pourquoi voudrais-tu être marié à quelqu'un au travail? Ouais, c'est un changement de rythme agréable. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné une vengeance épique. J'ai l'impression d'avoir survécu à un parasite. Mon but n'était pas de ruiner sa vie. Mon but était de lui montrer que je n'étais pas un imbécile. J'ai envoyé une seule et unique carte de remerciement polie. Elle et Grégoire avaient construit un château de cartes sur des fondations de mensonges et d'arrogance. Tout ce que j'ai fait, c'est envoyer une carte cadeau de 50 €, et tout s'est effondré. Ils n'ont pas subi ma vengeance. Ils ont fait face aux conséquences. Et je suis enfin en paix.